Alors bonjour tout le monde, mon nom est Guylaine Tremblay, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de collaborer avec Lire à tout âge. Lire c'est merveilleux, ça nous fait voyager, ça nous fait rêver, ça nous fait rire, ça nous fait pleurer, ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions, c'est ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Je vais commencer par un texte qui va vous rappeler quelque chose parce qu'on a tous vécu ça, notre première journée de classe. Oh là là, on ne vit pas ça tous de la même façon. Hein? Il y en a qui sont contents. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient très, très contents de commencer l'école. Mais je me souviens qu'il y en a qui pleuraient, il y en a qui hurlaient, il y en a qui ne voulaient pas, il y en a qui reculaient. Oh, c'était quelque chose. C'est une journée dont on se souvient. Et on va parler de ça avec les mots d'une merveilleuse, mais une des plus grandes écrivaines au monde, Gabrielle Roy. Vous savez, Gabrielle Roy, avant d'être l'auteur qu'on connaît, a été institutrice, maîtresse d'école, comme on appelait dans le temps. Elle est née en 1909, alors jeune institutrice, peut-être 18 ans plus tard au Manitoba. Elle nous raconte sa première journée avec tous ces petits-enfants-là qui arrivaient dans leurs nouvelles écoles. C'est un texte magnifique qui s'appelle Vicento. En repassant, comme il m'arrive souvent ces temps-ci, par mes années de jeune institutrice dans une école de garçons en ville, je revis, toujours aussi chargée d'émotions, le matin de la rentrée. J'avais la classe des tout-petits. C'était leur premier pas dans un monde inconnu. À la peur qu'ils en avaient tous plus ou moins, s'ajoutait chez quelques immigrants le désarroi en y arrivant de s'entendre parler dans une langue qui leur était étrangère. Tôt ce matin-là me parvinrent des cris d'enfants que les hauts plafonds et les murs résonnants amplifiaient. J'allais sur le seuil de ma classe. Du fond du corridor s'en venait à l'allure d'un navire une forte femme traînant par la main un petit garçon hurlant. Tout minuscule auprès d'elle, il parvenait néanmoins par moments à s'arc-bouter et, en tirant de toutes ses forces, à freiner un peu leur avance. Elle, alors, l'empoignait plus solidement, le soulevait de terre et l'emportait un bon coup encore. Et elle riait de le voir malgré tout si difficile à manœuvrer. Ils arrivèrent à l'entrée de ma classe où je les attendais en m'efforçant d'avoir l'air sereine. Ah, ça, en passant, ça devait être difficile pour les maîtresses d'école dans ce temps-là. Hein? La mère, dans un lourd accent flamand, me présenta son fils, Roger Verhagen, 5 ans et demi. Bon petit garçon, très doux, très docile quand il le voulait bien, hein, Roger? Cependant que d'une secousse, elle tâchait de le faire taire. J'avais déjà quelques expériences des mères, des enfants, et me demandais si celle-ci, forte comme elle pouvait en avoir l'air, n'en était pas moins du genre à se décharger sur les autres de son manque d'autorité. Ayant sans doute tous les jours menacé « Attends-toi d'aller à l'école pour te faire dompter !» J'offris une pomme rouge à Roger qui la refusa net, mais me l'arracha une seconde plus tard, comme j'avais le regard ailleurs. Bientôt, en effet, Roger se laissa prendre par la main et conduire à son pupitre, en n'émettant plus que de petits reniflements. Alors arriva Georges, un petit bonhomme silencieux, sans expression, amené par une mère distante qui me donna les détails nécessaires sur un ton impersonnel et partit, sans avoir même souri à son enfant assis à son pupitre. Après, je fus entourée tout à coup de plusieurs mères et d'autant d'enfants. L'un d'eux n'arrêtait pas de geindre à petits cris rentrés. Alors, le ciel certainement me vint en aide, m'envoyant le plus gai petit garçon du monde. Il entra, tout sautillant, courut s'asseoir à un pupitre de son choix et y étala ses cahiers neufs en riant de connivence avec sa mère qui le regardait faire un émoi heureux. « C'est mon petit Arthur qui va vous donner pour 2 sous de peine, dit-elle, depuis le temps qu'il désire venir à l'école. » La bonne humeur de ce petit garçon faisait déjà son œuvre. Autour de lui, des enfants, surpris de le voir si content, s'essuyaient le visage du bout de leurs manches et commençaient à regarder la classe d'un autre œil. Un peu plus tard, 35 enfants inscrits et à peu près tranquillisés, je commençais à respirer. Je me prenais à espérer la fin du cauchemar, pensant maintenant, j'ai dépassé le plus noir.
Je voyais de petits visages sur lesquels j'étais encore en peine de mettre un nom m'adresser un premier sourire furtif ou, en passant, une caresse du regard. Je me disais, nous allons vers l'amitié. Lorsque, soudain, du corridor, nous parvint un autre cri de douleur. Ma classe, que j'avais cru gagner à la confiance, frémit en entier, lèvres tremblantes, regard fixé sur le seuil. Alors parut un jeune père auquel était accroché un petit garçon. Son image si vivante, aux mêmes yeux sombres et désolés, à l'air souffreteux qu'on aurait pu avoir envie de sourire si ces deux-là n'eussent exprimé, l'un autant que l'autre, la douleur de la séparation. Le petit, cramponné à son père, levait vers lui un visage inondé de larmes. Dans leur langue italienne, il le suppliait, à ce qu'il me parut, de ne pas l'abandonner, par la grâce du ciel, de ne pas l'abandonner. Presque aussi bouleversé, le père s'efforçait de rassurer son petit garçon. Il lui passait la main dans les cheveux, sur les joues, lui essuyait les yeux, le câlinait, le berçait de mots tendres, maintes et maintes fois répétés, qui semblaient signifier « Tu iras bien, tu verras, c'est ici une bonne école, Benito, Benito » insistait-il, mais l'enfant laissait toujours son appel désespéré. « La casa, la casa ». Je reconnaissais à présent un immigrant des Abruzzes, depuis peu arrivé dans notre ville. N'ayant pas encore trouvé à y exercer son métier de rembourreur, il se livrait çà et là à divers travaux. J'allai à leur rencontre avec le plus large sourire possible. À mon approche, l'enfant cria de frayeur et se cramponna encore plus fortement à son père, à qui il communiqua son tremblement. Je vis que celui-ci n'allait pas m'être d'un grand secours. Au contraire, par ses caresses, ses mots doux, il n'aboutissait qu'à entretenir chez l'enfant l'espoir qu'il le ferait fléchir. Et de fait, le père se mit à plaider avec moi. Puisque le petit était si malheureux, ne valait-il pas mieux pour cette fois le ramener à la maison, quitte à essayer encore cet après-midi ou le lendemain, alors qu'il aurait eu le temps de bien expliquer à l'enfant ce que c'était l'école. Je les vis suspendus à ma décision et pris mon courage à deux mains. Non, quand il faut couper la branche, rien ne donne d'attendre. Le père abaissa tristement les yeux, obligé de me donner raison. Il s'efforça de m'aider un peu, et même à deux nous eûmes beaucoup de peine à détacher l'enfant. Desserrions-nous une main qu'aussitôt elle nous échappait pour s'agripper de nouveau aux vêtements du père. Le curieux était que, tout en s'accrochant à son père, il lui en voulait de s'être mis de mon côté et le traitait à travers ses larmes et ses hoquets de sans-cœur et de vaurien. Enfin le père fut libre un instant, pendant que je retenais le petit garçon de peine et de misère. Je lui fis signe de partir au plus vite. Il franchit le seuil. Je fermai la porte derrière lui. Il la rouvrit d'un doigt pour me désigner le petit du regard en disant « C'est Vincento ». Je lui fis comprendre que d'autres détails pouvaient attendre. Vincento ayant presque réussi à m'échapper. Je le rattrapai de justesse et refermai la porte. Le père ne s'en allait toujours pas, cherchant à voir par le haut vitré de la porte comment se comportait Vincento et si j'avais l'air d'en venir à bout. À son visage anxieux, on eût dit qu'il ne savait pas ce qu'il souhaitait. Et, encore une fois, le petit fut sur le point de filer sous mes yeux, ayant réussi à faire tourner la poignée. Alors je donnai un tour de clé à la porte et mis la clé dans ma poche. Pour l'instant, Vincento réfléchissait. Ses immenses yeux faisaient le tour de la situation. Soudain, avant que j'aie pu le voir venir, il fonça sur moi, m'envoyant à la volée des coups de pied dans les jambes. J'en vis des éclairs, mais n'accusez pas le choc. Alors, un peu honteux peut-être de son fils, ou assuré au contraire qu'il saurait se défendre, le père se décida à partir. Vincento, son sort entre ses seules mains, parut désespérément chercher un plan d'attaque, une stratégie.
Puis, comme il n'y avait vraiment rien devant lui, il poussa un terrible soupir. Son courage l'abandonna. Il rendit les armes. Du moins, ce vrai et profond chagrin fit taire net mes pleurnicheurs. Dans un silence total, Vicento exhalait sa plainte. Il était grand temps de faire diversion. J'ouvris une boîte de craies de couleur et en fis la distribution, invitant les enfants à venir au tableau y dessiner chacun sa maison. Ceux-ci d'abord ne saisirent pas le sens de mes paroles, comprirent dès qu'ils eurent vu de leurs compagnons en train d'esquisser des carrés munis de trous pour indiquer portes et fenêtres. Allègrement, ils se mirent à en faire autant et, selon leur conception égalitaire au possible, il parut que tous habitaient à peu près la même maison. Ouais, ça vous vous souvenez, quand on était à l'école, nos dessins se ressemblaient pas mal tous. Je dressai en haut du tableau un bâtiment qui était ni plus ni moins que les maisons mises bout à bout et les unes au-dessus des autres. Oh, les enfants reconnurent leur école et se prirent à rire dans leur contentement de se situer. Alors tous voulurent être sur cette route. Elle se couvrit de petits bonhommes s'en allant à l'école ou en revenant. J'écrivis le nom de chacun dans un ballon au-dessus des images. Ma classe en fut enchantée. Je jetai un coup d'œil sur Vicento. Ses gémissements s'espaçaient. Sans se hasarder à découvrir son visage, il tâchait entre ses doigts écartés de suivre ce qui se passait et qui apparemment l'étonnait beaucoup. Surpris à un moment d'entendre rire, il s'oublia à laisser retomber une de ses mains et dans un fin regard, il découvrit que tous, sauf lui, avaient leur maison et leur nom au tableau. Sur son petit visage gonflé et rougi par les larmes se peignit au milieu de la détresse le désir d'y être lui aussi représenté. Je m'avançai vers lui, un bâton de craie à la main me faisant toute conciliante. « Viens donc, Vicento, dessiner la maison où tu habites avec ton papa et ta maman. » Ses troublants yeux de braise aux longs cils soyeux me regardèrent en face. Je ne savais que penser de leur expression, ni hostile ni confiante. J'avançai encore d'un pas. Soudain, il se souleva et, en équilibre sur un pied, détendit l'autre comme sous la poussée d'un ressort. Il m'atteignit en pleine jambe de la pointe de sa bottine ferrée. Oh! Cette fois, je ne pus réprimer une grimace. Vicento en a eu l'air ravi. « C'est bon, dis-je, on n'a pas besoin de toi. » Et j'allai m'occuper des autres enfants qui, eux, par gentillesse ou pour se faire bien voir, me marquèrent une affection accrue. Ainsi, vite, malgré tout, passa l'avant-midi. Quand j'ouvris la porte aux enfants que j'avais fait se ranger par deux le long du mur, ils commencèrent à sortir en bon ordre. Personne, en tout cas, ne prit la fuite, hormis Vicento, qui, en un bond, doubla la classe pour se glisser au dehors avec la prestesse d'une fouine ayant vu le jour de sa liberté. Après le déjeuner, je revins à l'école, la mort dans l'âme. On la comprend, pauvre Gabrielle, hein? Elle n'avait pas eu un avant-midi facile. Tout va être à recommencer, me dis-je. Ils vont revenir en larmes, le père, l'enfant. Je vais avoir à les séparer encore une fois, chasser l'un, combattre l'autre. Ah, j'arrivai à un angle de l'école. Il y avait là, à quelques pieds du sous-sol, une fenêtre à embrasure profonde. J'y distinguai une toute petite forme tapie dans l'ombre. Dieu du ciel! Serait-ce mon petit desperado venu m'attaquer à découvert? La forme menue risqua la tête hors de sa cachette. C'était bien Vicento. Ses yeux brillants m'enveloppèrent dans un regard d'une intensité passionnée. Qu'est-ce qu'il rumine? Je n'eus pas le temps de penser plus loin. Il avait bondi. Ensuite, et encore aujourd'hui, me paraît impossible ce qu'il accomplit. Il grimpa à moi comme un chat à un arbre, cédant à petits coups de genoux qui m'enserrèrent les hanches, puis la taille. Parvenu au cou, il me serra à m'étouffer et il se mit à me couvrir de gros baisers mouillés qui goûtaient l'ail, le ravioli, la réglisse. J'en eus les joues barbouillées.
J'avais beau le souffle court le supplier. Allons, allons, c'est assez, Vicento. Il me serrait avec une force incroyable chez un si petit être. Et il me déversait dans l'oreille un flot de mots en langue italienne qui me semblaient de tendresse. Pour arriver à lui faire lâcher prise, je dus l'amener au calme, peu à peu, avec de petites tapes amicales dans le dos, le serrant à mon tour et lui parlant sur un ton affectueux dans une langue qu'il ne connaissait pas plus que je connaissais la sienne. J'eus à le rassurer de la peur déchirante qu'il semblait à présent avoir de me perdre. Enfin, il se laissa déposer sur le sol. Il me prit la main et me tira vers ma classe plus vite que je n'y avais jamais été de moi-même. Il me conduisit de force à mon pupitre, en choisit un pour lui au plus près, si assis, les coudes sur la tablette, le visage entre ses mains. Et faute de savoir me dire son sentiment, il s'abîma, comme on dit, à me manger des yeux. Pourtant, ensuite, passé cette journée de violence, je ne me rappelle plus grand-chose de mon petit Vicento. Tout le reste sans doute fondu en une égale douceur. Voilà, c'était la première journée d'institutrice de Gabrielle Roy. C'est beau, non? Comment elle peut, avec son talent, nous décrire tous les sentiments qui habitent ces enfants-là et en particulier Vicento. Merci, Gabrielle Roy. Je vais vous lire un texte de notre auteur chouchou, hein, Michel Tremblay, le grand Michel Tremblay, que j'aime d'amour. Je l'ai joué beaucoup au théâtre, mais j'ai tout lu de lui. Hein, c'est pas pour rien qu'il est reconnu à travers le monde. Et aujourd'hui, je vais vous lire un texte qui s'appelle La voix intérieure, qui est tiré de son livre Conversation avec un enfant curieux. J'ai joué la pièce de théâtre inspirée du livre qui s'appelle Enfant insignifiant. Et vous allez voir le petit Michel, là-dedans, à 7 ans, qui pose des questions. Vous savez ce que c'est, ces enfants-là. Pourquoi, comment, pourquoi. Bon, alors Michel Tremblay était comme ça. Et là, c'est sa grand-mère qui a le droit à ces questions et il se pose des questions sur la lecture. Alors, on y va. Grand-maman, quand vous lisez, là, vous, entendez-vous votre voix dans votre tête? Hein? Ben quoi, je sais pas, je me suis jamais posé la question. Moi, oui. C'est comme si je lisais le livre à haute voix. Comme si je me contais une histoire, mais il paraît que c'est pas ça qu'il faut faire. Ah non? Non. Le frère Ferdinand, à l'école, il nous a dit que si on entend notre voix dans notre tête quand on lit, ça veut dire qu'on lit pas assez vite. Mais pourquoi on lirait vite? Ben c'est bien ça que je me dis. Quand j'aime un livre, je veux pas voir la fin. Je vois pas pourquoi je me dépêcherais pour le finir. Ben, t'as bien raison. Des fois, on a hâte de voir comment ça va finir, comme les Agatha Christie, mais de là à se dépêcher pour le lire. Mais tu vois comment ce que t'es, là. À cette heure que tu me dis ça, là, je vais me demander si j'entends ma voix quand je vais continuer mon délit. D'un coup, je suis plus capable de me concentrer parce que tu m'as mis ça dans la tête. Ben, excusez-moi, grand-maman, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais justement poser la question à maman puis à Coco, mais je pense que je vais laisser faire. Ben certain. Hey, en joue pas pour les mélanger, eux autres aussi. On sera peut-être plus jamais capable de lire après ça. Si je me demande trop si j'entends ma voix pendant que je lis, je suivrai plus ce que je lis. Ben tu diras à ton insignifiant de frère Ferdinand de ma part qu'il y a bien des façons de lire. On lit comme on veut, comme on le sent. C'est bien une idée de frère, ça. C'est-tu effrayant de mettre des idées de même dans la tête d'un enfant? En plus, il nous dit de faire des exercices. Ben, faire des exercices pour lire plus vite? Oui, dans notre tête. Mais il est bien fou, cet homme-là. Il nous a dit de lire vite, jusqu'à ce qu'on n'entende plus pantoute notre voix. Mais si tu lis trop vite, tu comprendras plus rien? Ah, il paraît que non, il paraît qu'on comprend pareil. Mais on n'a plus de fun. Si on est occupé à lire trop vite, on peut plus avoir de fun à lire. Non, grand-maman, il paraîtrait qu'il y a une façon, là, une méthode qui a dit « Ça a l'air que tu lis en diagonale. » Mais comment ça, en diagonale? Oui, c'est comme si tu cherchais juste les mots importants dans la page, ça a l'air. Mais
Comment tu veux trouver les mots importants si t'as pas lu la page? Je comprends pas. Ben, c'est ça que j'ai dit, mais... Il t'a chicané? Non, il m'a juste dit la même chose que vous me dites toujours, vous autres, que je pose trop de questions. Ben, on me dit souvent ça parce qu'on ne sait pas quoi te répondre. C'est peut-être son cas à lui aussi, il savait plus quoi te dire. Comme ça, là, à l'entendre parler, lui, tu prends Notre-Dame de Paris, là, disons. Tu lis juste 2-3 mots par page pendant 1000 pages, puis tu comprends ce que tu lis. Ben, il est fou. Vous avez lu Notre-Dame de Paris? Ben oui, comme tout le monde dans la maison. Puis tu vas le lire un jour toi aussi, j'espère. Mais c'est un livre à l'index. Bon, voilà autre chose. Les livres à l'index, là, c'est juste fait pour faire peur au monde, pour les empêcher de lire des affaires intéressantes. À les entendre parler, on lirait juste des vies de saints. Mais c'est plate pour mourir, les vies de saints, c'est toujours pareil. Ils refusent de cracher sur la croix, ils se font martyriser, puis ils meurent dans des souffrances épouvantables. Ça, c'est un genre de livre que je lirais vite, par exemple. Je l'ai lu au grand complet, Notre-Dame de Paris. 1000 pages en petites lettres bien serrées. Puis je vois pas ce qu'il peut y avoir à l'index là-dedans. C'est assez beau. Esmeralda avec sa chèvre, puis Quasimodo avec sa bosse, le méchant Frollo qui est en amour avec Esmeralda, même si c'est un prêtre. C'est ça. C'est ça. J'y avais jamais pensé. Ça doit être pour ça là, que c'est un livre à l'index. Ils se scandalisent de tout, ces fous-là. J'aurais même jamais voulu le finir si ça avait été possible, tellement c'était beau. Tu vois, ça c'est un livre que j'aurais pas voulu lire vite avec la méthode de ton fou furieux, là, en diagonale, là, en pigeant un mot par-ci par-là. Puis index, ça veut-tu dire défendu en latin? Mais vous avez commis un péché grave en lisant ça, grand-maman, j'espère que vous le savez. Mais pour moi, il y a juste une sorte de péché grave, Michel. Puis ça fait longtemps en titi que j'en ai pas commis. Si le frère Ferdinand vous entendait. S'il m'entendait, gentil gars, je serais après à être crié par la tête. Ce serait peut-être un péché, mais véniel. Comme ça, grand-maman, vous pensez que c'est correct si je continue à lire en entendant ma voix dans ma tête? Mais lis donc comme tu veux, pauvre enfant. D'abord que tu lis. Laisse faire le reste. Puis je te donne la permission de faire accroire à ton frère Ferdinand que tu as suivi son conseil puis que tu n'entends plus pantoute ta voix quand tu lis. Un autre péché véniel. Puis quand tu seras assez vieux, tu viendras me voir. J'ai jamais remis ma copie de Notre-Dame de Paris à la bibliothèque municipale. C'était trop beau. Je dois leur devoir une fortune à l'heure qu'il est. Tu vois? Une voleuse en plus. Elle n'est pas folle, hein, la grand-mère? Lire, le plus beau voyage intérieur au monde. Hein? C'est fou ce qu'on peut vivre à partir des mots des autres. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un magnifique texte d'une jeune femme immensément brillante, Anaïs Barbeau-Lavalette. Anaïs écrit, réalise des films. Peut-être que vous avez lu son roman La femme qui fuit. On l'a connue beaucoup à cause de ça. Alors, c'est une grande amoureuse de la nature, une passionnée. Et elle nous parle aujourd'hui de la beauté de la Gaspésie. Alors, laissez-vous bercer par ces mots. C'est très, très beau, très poétique. Et laissez-vous bercer par la beauté de notre pays. Le début de ma langue. C'est au sommet des chic-chocs que j'ai voulu écrire sur la beauté. Mais je restais muette, submergée par sa grandeur. Je ne les savais pas, les mots pour dire cette émotion-là. Même si je puisais loin en moi, là où habituellement je trouve, cette beauté-là me dépassait, insaisissable. Je m'inclinai donc devant elle, sachant simplement qu'elle me donne envie d'avaler le pays entier, qu'elle me fait sentir forte et fragile, vivante
immortelle, qu'en elle se trouve tout le sacré dont j'ai besoin, que je désire en prendre soin et qu'un peu de moi serait prêt à mourir pour elle. Sur les berges d'une mer calme, la Gaspésie me fait cadeau de nouvelles racines. Même si je ne sais pas la nommer, elle m'invite à l'aimer. Je m'y arrache pourtant, avant que tout n'arrête. Confinement. C'est à la campagne que je prends refuge. C'est là que je retrouve la nature dans un troublant face-à-face, dans cette entre-saison qu'on ne regarde jamais. Un paysage figé, crispé par un long hiver dont il prendra encore quelques semaines à émerger. Un paysage froissé qui se déploie lentement. La nature et moi, toutes deux choquées. Moi, arraché à ma course animée, elle ouvrant les yeux, soudain, sans phare devant moi. Je m'installe en elle. Je la regarde se réveiller, grise et timide. Et tranquillement, j'apprends à la nommer. Je rencontre le cèdre, le pin blanc, le pin rouge, le sapin baumier, l'épinette, l'asclépiade et l'ail des bois, la fougère à l'autruche, le jonco argenté, la chenille Isia Isabelle. Ah! J'ai l'impression d'apprendre à lire. Dans notre histoire récente, nous avons dû nettoyer certains de nos dictionnaires trop pleins pour y intégrer un vocabulaire nouveau. Plusieurs mots définissant la nature ont donc été jetés, remplacés par ceux des nouvelles technologies. Ainsi, copier-coller a gagné sa place dans le dictionnaire remplaçant crocus. Haut débit a pris la place de héron. Quelques 10 000 nouveaux mots ont brutalement effacé les autres. Un jour, je saurai dire la beauté de mon pays de façon juste et précise. Et sinon, mes enfants la raconteront pour moi. Car je veux leur tailler des sens au couteau, qu'ils regardent, sentent, touchent et goûtent. Je veux qu'ils apprennent cette langue-là bien avant moi, qu'ils sachent nommer ce qui respire et ce qui vit, qu'ils soient libres de dire en leurs mots ce qui les relie au monde. C'est beau, hein? C'est beau de voir à quel point cette femme a un grand désir de transmettre son amour de la nature, de notre coin de terre, de notre pays. À quel point c'est important la transmission. Et moi, ça m'émeut toujours beaucoup, ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié ces moments avec moi. Moi, en tout cas, ça m'a permis de renouer avec ces mots si magiques. Et j'espère que ça vous a fait voyager. Alors, je vous embrasse tous. Soyez heureux. Les temps ne sont pas toujours faciles, mais il y a de la lumière. Il y a de la lumière, particulièrement dans les histoires qu'on se fait raconter. On peut en trouver beaucoup, beaucoup de lumière. Alors, je vous embrasse tous.